Alors pour discuter de la façon dont justement ces questions d'IA sont traitées dans l'entreprise, j'aimerais vous présenter Franca Salis Madinier de la CFDT qui va venir me rejoindre, Nicolas Blanc de la CFE-CGC et Benjamin Frugier de la FIM, la Fédération des industries mécaniques, qui tous trois vont venir parler avec moi de ces questions de dialogue social si importantes. On en a parlé tout au long de la matinée. Je vous laisse vous installer voilà, sur les fauteuils. Si importante et pourtant si difficile, on va essayer de comprendre pourquoi sur ces questions en particulier d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle appliquée à la SST, il est si difficile de se parler au sein même des instances. Alors, je vais tout de même vous présenter nos intervenants. Franca Salis Madinier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes salarié d'Orange, vous êtes membre du Comité économique et social européen, le CESE, on dit plus le CESE, hein, c'est comme ça, et vice-présidente au sein de votre groupe Travailleurs. Vous êtes la secrétaire nationale de la CFDT cadre en charge de l'Europe, du numérique, de l'intelligence artificielle et de la protection des lanceurs d'alerte. Vous siégez au CA de la Maison des lanceurs d'alerte et vous êtes l'auteur d'un livre alors que je vous conseille à tous et toutes parce qu'il est très bien fait, très didactique, très pédagogique. Et vous avez été en profondeur sur ces questions. Guide de l'intelligence artificielle au travail, vos droits face aux algorithmes, un livre qui a été publié en début d'année. Nicolas Blanc, à vos côtés. Vous travaillez chez Engie, vous êtes expert des nouvelles technologies dans cette entreprise. Vous avez été élu délégué national CFE-CGC au numérique fin 2019. Vous travaillez à mesurer et à réduire donc, les impacts de l'IA sur les emplois et les organisations. Vous êtes membre expert de l'Observatoire des politiques d'IA de l'OCDE. Et vous avez donc tous les deux accepté, on va dire, d'être représentants du monde syndical et des salariés à cette table ronde. À vos côtés, Benjamin Frugier, qui est notre seul représentant du patronat, on va dire comme ça, il faut qu'on se mette des casquettes, hein. Donc merci en tout cas d'être là. Fédération des industries mécaniques, vous êtes directeur de la direction du développement des entreprises et des projets, vous avez longtemps travaillé dans le secteur de l'automobile, vous êtes aujourd'hui en charge notamment du digital, des aspects réglementaires, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les données, et vous avez participé à la révision de cette fameuse directive machine, vous nous en direz quelques mots, et ce qu'elle va impliquer dans vos organisations. Vous étiez là toute la matinée, hein, pour la plupart, vous avez pu entendre tous les travaux. Je crois qu'on va démarrer par cela. Vous pouvez prendre le micro. Il y a eu un étonnement de votre part de voir que le dialogue social, Monsieur Blanc, il a été là très tôt dans nos discussions ce matin. Ça vous a étonné, pourquoi ? Écoutez, bonjour. Non, je pense déjà, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de... Moi, j'assiste à beaucoup de colloques sur l'intelligence artificielle et c'est rare qu'on discute de l'aspect social et de l'aspect organisationnel, l'impact que ça peut avoir sur les organisations. Parce que finalement, c'est l'outil technocentré, on va dire ça comme ça, et du coup, il y a très peu de prise en compte de ces aspects-là qui sont fondamentaux. Et on parlait à la pause les aspects d'acceptabilité. Je pense que c'est aujourd'hui la limite de l'intelligence artificielle et certains articles, je pense à l'article d'Aïda sur l'hiver de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve... c'est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on discute avec les partenaires sociaux, avec les salariés. Donc il y a ce discours-là qui commence à être vraiment très prégnant et qu'on ne voyait pas. Enfin, c'est vrai que ça se voit rarement dans les discussions sur l'intelligence artificielle. Le déclin de l'IA, scénario 4. Vous voyez, je renvoie dans l'exercice de prospective que vous irez bien évidemment consulter. Alors, un premier tour de table pour vous trois. Comment est-ce que dans vos organismes, on traite la question de l'IA ? Alors, je postule qu'on la traite, cette question-là. Comment on la traite et depuis quand ? Qui veut commencer ? Madame, je vous en prie. Ça va se mettre en route. Voilà. Si ça va se mettre en route, il faut y croire. Ça, voilà. Ouais. Bon après-midi. Non, on passe le micro. Voilà. On switch. C'est la fin de journée. C'est mieux, ça ? Oui. D'abord, j'ai un accent. Je ne sais pas si Mioche m'aurait reconnu, mais je pense que les collègues français, les citoyens français en général me reconnaissent mon langage. Donc, je m'excuse pour cet accent. Et donc... la question, donc d'abord, c'est quand même une question aujourd'hui plutôt positive de dire que des syndicats, et les syndicats, et pas qu'en France, se préoccupent, commencent à se préoccuper de ces sujets.
en sachant que moi, je considère que les syndicats en général, vis-à-vis des technologies en général, n'ont pas été toujours très acteurs. Et donc, encore moins sur un sujet qui fait peur, parce que déjà les mots et déjà ce qu'il y a derrière, les algorithmes, etc., fait peur. Et nous avions à la CVDT Cadre organisé avec M. Bertrand Branchvik, entre autres, qui était un des invités avec la Commission européenne, avec des syndicalistes, un comité national en 2018 pour parler de l'intelligence artificielle avec un titre un peu provocateur qui était « IA, même pas peur », avec quand même un point d'interrogation. Et force est de constater que fin 2018, il y avait, ce qu'on avait constaté, c'est que les gens avaient peur et que ces sujets étaient complètement absents des discussions des IRP, des instances, de comités ou des délégués syndicaux. Et donc, c'est à la suite de ça que moi, j'ai créé au sein de la CVDT un groupe de travail, de réflexion, qui associait aussi les partenaires sociaux, mais aussi les entreprises, des chercheurs et aussi des représentants du gouvernement. Et à la fin, on s'est dit, c'est bien peut-être de faire un guide. Alors, pourquoi un guide comme ça? C'est justement pour essayer de démystifier les sujets, sans qu'il soit un sujet simple, bien évidemment, pas simplifié, mais dire, si on l'aborde d'un point de vue syndical, et donc par rapport déjà à comprendre ce qui se passe dans l'organisation de travail dans laquelle on travaille, est-ce qu'elle est utilisée, cette intelligence artificielle, et pourquoi faire, et qu'on s'intéresse un peu aux conséquences et aux impacts, en posant des questions en amont, on a quand même beaucoup de leviers en France et en Europe pour le faire. Bon, donc ça, c'était un petit peu l'origine un peu de donc cet ça, c'est fin intérêt. 2018. Pardon, ça, c'est fin 2018. Depuis, donc, la fenêtre européenne, pour moi, était très importante, parce qu'au Comité économique et social européen, on est saisi de toutes les initiatives législatives de la Commission et aussi du Conseil et du Parlement. Et donc, on a dû donner des avis aussi sur un titre assez important qui est intelligence artificielle en Europe. C'est une intelligence artificielle de confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de confiance? Ben, c'est une intelligence artificielle qui doit faire du bien. C'est peut-être une valeur abstraite, j'ai entendu ce matin, mais en tout cas, c'est poser la finalité de dans quelle société nous voulons vivre, ça c'est important. Une technologie doit être un petit peu là pour émanciper et pour améliorer les choses. Donc, vous avez bien mis dans votre titre au service de la santé et sécurité au travail, par exemple, moi je dirais même de l'amélioration. Une technologie, si elle est émancipatrice, si elle est synonyme de progrès, doit aussi améliorer les choses. Et force est de constater que peut-être il y a aussi beaucoup d'utilisation ou des dérives aujourd'hui, dont je peux vous parler tout à l'heure, qui quand même induisent à se poser les bonnes questions et essayer un peu Franca Salis-Madinier, je vais continuer mon tour de table, si vous voulez bien, sur simplement comment et à partir de quand vous avez traité ces questions-là dans vos organisations. 2018, Nicolas Blanc, c'est à peu près le moment où vous commencez également à la CFE-CGC. Oui, tout à l'heure, tout à fait, pardon. Oui, je pense qu'on a eu une approche assez similaire finalement, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les organisations syndicales se rejoignent, parce qu'il y a eu un peu un travail de prospective qui a été fait en amont. Nous, on a fait des grandes tables rondes. Je pense que c'était intéressant aussi d'essayer de comprendre. C'était la même question. Il y avait beaucoup de peur, donc il y a une fameuse étude dont on parlait tout à l'heure, l'étude d'Oxford de 2013, qui était quand même qui alertait et qui nous a tous, finalement, à un moment, on s'est dit en tant qu'organisation syndicale, c'est aussi notre rôle de regarder, d'objectiver en fait cette question-là. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il va y avoir une disparition d'autant d'emplois que prédisait cette étude, ou est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans une granularité plus importante pour finalement aller peser? Bon, ça, c'était vraiment la réflexion de base un peu stratégique. Après, la question qu'on s'est posée, c'était déjà des grandes tables rondes sur des sujets de santé, etc., pour essayer de comprendre, démystifier un petit peu l'IA sur la... Un peu comme votre collègue. Oui, tout à fait, cette partie-là. Même pas peur.
Mais déjà, essayer de comprendre. Je pense que c'était important pour nos adhérents de comprendre et qu'on comprenne en même temps. Il y avait un travail aussi d'appropriation, je pense que c'était important. Après, on a travaillé sur une charte éthique et numérique RH, c'est-à-dire comment finalement définir une grammaire commune avec les ressources humaines pour déjà avoir un langage commun, réfléchir à la data, le cycle de vie de la data, enfin voilà, un sujet important. Aujourd'hui, on travaille, on a un projet qui s'appelle Sequoia Deal, qui est servir la confiance dans l'intelligence artificielle par le dialogue, c'est-à-dire on a créé une communauté d'acteurs pour justement réfléchir quel va être l'impact sur les compétences, comment définir les modèles d'affaires, quelle est la valeur ajoutée de ces systèmes d'IA. On voit beaucoup d'investissements, mais finalement moins des indicateurs, ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance. Ça, c'est quand même beaucoup plus complexe et c'est très important parce qu'il y a aussi des choix stratégiques qui peuvent être faits dans l'entreprise. Donc derrière, il y a des enjeux d'emploi, etc. Et aussi une action sur, on parlait de l'AI Act, etc. On a essayé de travailler aussi en amont sur ces textes de régulation. Je pense que c'est aussi important, à la fois que ça soit sur les aspects régulatoire, mais aussi sur les aspects de normalisation. C'est-à-dire qu'il y a des gros enjeux de normalisation. Et je pense, c'est intéressant, on en a parlé à travers l'INRS, a parlé aussi des enjeux de normalisation. Je pense que c'est aussi important pour les organisations syndicales d'être présents en amont. C'est vraiment essayer de peser en amont. Alors c'est très complexe parce que le rapport de force n'est pas à notre avantage, mais en tout cas c'est une démarche qui est importante d'essayer de peser, parce qu'après il y a quand même des choix politiques qui sont derrière ces outils, et il faut vraiment qu'on soit présent en amont des décisions. Benjamin Frugier, vous rentrez par l'Europe également sur ces questions d'IA, à peu près au même moment, un peu avant? Un petit peu avant, puisque donc on commence à s'intéresser à cette question au moment des travaux du Parlement européen, donc sous l'égide de la députée luxembourgeoise Madi Delvaux. Donc je rappelle peut-être en introduction aussi, donc la FIM, on représente des fabricants de machines donc, qui ont recours à de l'intelligence artificielle. Alors, bon, il y a des applications aujourd'hui existantes, notamment dans le secteur du machinisme agricole, mais il y a d'autres domaines. Et donc, la partie R&D, en fait, elle est gérée par le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, et la partie réglementaire, elle est suivie par la FIM. Donc, à l'occasion, justement, de ces travaux au niveau du Parlement européen, donc on a eu accès au projet de rapport et puis au rapport du Parlement européen qui est édulcoré. Mais on a vu, et c'est là aussi la question de la question du dialogue en général et du dialogue social en particulier, des éléments dans ce rapport qui, on va dire, étaient inquiétants. Alors il y a des choses sur, par exemple, le fait d'avoir une personnalité juridique pour les robots, en fait. Il y avait un mélange aussi entre plusieurs objets. On parlait d'intelligence artificielle, on parlait de robots, on parlait de systèmes autonomes. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu mélangées. Et ça nous a fait prendre aussi conscience en interne que ce sujet-là n'était pas spontané. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y avait des projections sur ce qu'était l'IA. Donc, le projet de rapport parle des règles d'Asimov, etc. Enfin, il y a tout un nombre de choses, avec l'idée parfois, et donc on va le retrouver un peu après, l'idée que l'IA est une personne, en fait, est un objet, donc avec les problématiques anthropomorphiques associées. Très souvent, les textes donc mettent l'IA en tant que sujet. Et donc, effectivement, quand on commence à élaborer et à discuter dans des enceintes variées et diverses, hein, soit avec les pouvoirs publics, au sein, bon, on a travaillé avec la Direction générale du travail, évidemment, sur ces aspects-là. On voit que rapidement, tout le monde objective, enfin, met l'IA en tant que sujet, avec sujet, verbe, etc. Et ça rend la discussion très compliquée. Voilà, donc on a suivi ces travaux. Bon, le rapport du Parlement européen, le rapport définitif, est plus édulcoré sur ces aspects-là. Et après, donc, on a aussi travaillé sur les travaux de la Commission européenne. Et c'est pareil, la Commission européenne, et ça c'est une difficulté aussi dans le discours, quand elle a envoyé le draft sur un des documents qu'elle a élaboré avec des experts, parlait de l'IA comme quelque chose de ex nihilo. Et on est intervenu au travers de notre association européenne pour dire que c'était conçu par un humain. Pour faire évoluer la définition, on y reviendra tout à l'heure dans Exactement. la partie réglementaire. Voilà, donc on suit ces sujets-là de ce biais-là. C'est vrai que là, on est sur l'IA en général. Moi, j'aimerais qu'on refasse un focus sur ce qui est notre sujet aujourd'hui, les enjeux de santé et de sécurité au travail. Est-ce que, Nicolas Blanc, ces enjeux de santé sont pris en compte? On n'a pas d'outil de mesure, donc c'est un petit peu compliqué. L'impact sur la santé des salariés. Et puis, il faut bien dire que
la réglementation en discussion à l'Europe va peut-être pas aider non plus à prendre ces questions-là en compte, parce que c'est pas la porte d'entrée. Oui, tout à fait. Bon, déjà, il faut voir le contexte français. Je pense que la perte des CHSCT a eu un impact. Les ordonnances travail, ordonnances Macron, pardon, ont eu un impact énorme sur notre travail en tant que représentant du personnel. Et ces questions de santé et sécurité, elles ont été diluées dans la mise en place des CHSCT. Dans le CSE, voilà. Exactement. Et les compétences sont pas forcément là. Alors oui, exactement. Moi, je suis un ancien membre de CHSCT, donc on était formés. Il y avait vraiment une formation qui était assez conséquente, etc. Ça, on l'a perdu. On l'a perdu. Ça a été dilué. Donc, il y a cette difficulté-là qui fait que déjà, au niveau national, on a quand même une complexité à penser aujourd'hui ces questions. Et l'avantage qu'on avait dans les anciennes instances, alors on y voyait quelque chose de très contraignant, etc. Mais il fallait voir aussi une spécificité des différentes instances. Je donne un exemple sur une expertise. Par exemple, il y avait une expertise qui allait être organisationnelle sur le parti CE, avec une expertise qui était aussi sur la charge de travail et sur les problèmes de santé-sécurité au niveau du CHSCT. Et ça, on l'a perdu. On a vraiment des expertises aujourd'hui qui sont voilà, ou en tout cas, moi, je le vois rarement dans les expertises. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, au niveau de la régulation, la proposition de l'AI Act, Aïda l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une approche, moi, ce que j'appelle time to market, c'est-à-dire que c'est vraiment une approche pro-business. On définit un certain nombre d'évaluations qui sont de l'auto-évaluation. Il faut bien penser cette question-là, avec une conformité à un marché. Voilà, c'est une conformité à un marché. Donc, il faut être en complément de cette conformité. Et on peut imaginer les représentants du personnel, finalement, comme des régulateurs dans l'entreprise pour accompagner les manques. En fait, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire, il y a un AI Act, un règlement européen qui, finalement, définit, qui labellise un certain nombre de produits. Et ces produits, il faut qu'on les re-challenge, entre guillemets, dans les entreprises. Une intelligence artificielle, c'est un modèle et des données, donc un contexte. Ce contexte, c'est l'entreprise, c'est les données des salariés. Donc, il faut retester tout ça. Et donc, imaginer, pourquoi pas, ce qu'on appelle des sandbox, là, des bacs à sable de tests dans l'entreprise où on reteste éventuellement les jeux de données, etc. Donc, voilà, c'est un peu des idées, mais voilà la difficulté un peu de penser les différents cadres réglementaires. Et sur les enjeux de santé, plus précisément, est-ce qu'ils sont pris en compte aujourd'hui ? Là, vous voulez dire au niveau de Oui, ou dans l'entreprise après, on a gardé les documents uniques, des choses comme ça. Il y a une obligation légale, si vous voulez, mais après, c'est plutôt, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est comment, finalement, comment ces enjeux santé et sécurité peuvent être améliorés par les outils, parce que c'est ça un peu la question fondamentale derrière. C'est finalement, on va générer beaucoup de données. Est-ce que ces données-là peuvent être utilisées dans le cadre d'outils de santé ? Donc, comment est-ce qu'on mesure ? Voilà. Oui, exactement, comment on mesure et puis surtout comment... Enfin, moi, c'est l'ambivalence de ces systèmes-là, on en parlera peut-être après, qui est quand même très compliqué. Ça peut être, oui, ça peut améliorer la qualité du travail, mais ça peut être aussi un outil de surveillance qu'on appelle le management algorithmique. Donc voilà, c'est l'ambivalence des outils qui est aujourd'hui très complexe à gérer. Alors, une entrée par les risques de cette j'arriverai pas à le dire, acte, vous le dites, voilà, ça va mieux comme ça. Franca Salis-Madinier, dans la réglementation, dans la régulation européenne, il existe déjà des leviers pour traiter de ces questions-là. Oui, alors je ne vais pas être peut-être iconoclaste en disant qu'il y a beaucoup déjà des règles, des règlements au niveau européen ou des lois en France qui nous permettrait éventuellement d'aborder ces sujets. Alors pourquoi ça ne se passe pas Je pense qu'il y a une première difficulté dont je pense qu'il faut être conscient, c'est que, vous savez, on a la fameuse information-consultation avant l'introduction des nouvelles technologies, que ce soit au niveau français, il y a aussi une directive européenne pour les comités d'entreprise européens qui dit la même chose. Et on considère que l'IA n'est pas nouvelle, n'est pas une nouvelle technologie, parce qu'il y a déjà des outils numériques sur lesquels on peut greffer des applications et des systèmes. Donc déjà, il y a une sorte d'équivoque dès le départ sur cette question.
Mais c'est une technologie comme une autre, en quelque sorte, c'est cela. Et qu'il existe une réglementation qui s'applique aussi. Je ne suis pas sûre que sous les numériques, il y ait eu beaucoup de dialogue social. Lorsqu'on a introduit, par exemple, du CRM dans les entreprises, qui a quand même impacté grandement la qualité et l'organisation du travail, par exemple. Et donc, voilà, déjà, donc il y a, je dirais, un défaut, une carence de négociation, d'anticipation par rapport à l'introduction du numérique, qui est là depuis des décennies, et donc de l'IA qui est caché un petit peu sournoisement sur des outils déjà préexistants. Donc ça, je dirais, c'est la première considération. La deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la peur d'aborder un sujet sur lequel on n'est pas compétent, mais pas uniquement de la part des syndicats. Je pense que aussi les directions, par exemple les DRH, ne sont pas non plus très à l'aise parce que souvent les entreprises, lorsqu'ils adoptent des systèmes, c'est plutôt toute la partie d'IT et les spécialistes, systèmes informatiques qui gèrent et qui ont cette délégation sans contrôle. Troisième chose, qui est quand même complètement associée, je dirais qu'aujourd'hui, il y a véritablement un enjeu d'appropriation collective et donc des démocraties en entreprise par rapport à pourquoi on adopte ces systèmes, si on les adopte, si on les achète, si on les déploie en entreprise ou dans une organisation, pourquoi faire? Est-ce que ces systèmes, la finalité, elle est proportionnée aux résultats attendus? Productivité, amélioration. Où est-ce qu'a lieu ce débat? Où est-ce qu'a lieu ce débat en amont? Moi, je ne les vois pas beaucoup. Et la preuve, c'est aussi un peu les témoignages que la CARSAT tout à l'heure. Voilà, de ces questions fondamentales. Moi, j'en mets 7 dans mon bouquin. 7 questions à poser déjà en entrée de jeu sur est-ce que mon entreprise utilise l'IA, oui ou non. Et pourquoi on ne parle pas de ces questions-là? Pardon, mais chez Orange, vous étiez parmi les premiers à avoir un accord sur le numérique. Donc ça, vous l'avez fait. Mais les questions de l'IA, elles n'ont pas été traitées. Absolument. Donc la CFDT avait négocié et signé un accord sur le numérique. On était précurseurs mondiaux. Donc notre délégué syndical à Orange avait été invité dans toutes les instances européennes, internationales, pour parler de cet accord numérique. Donc, c'était intéressant parce qu'il promettait aussi une sorte d'anticipation, par exemple, sur les conséquences sur les emplois et les métiers. Et ensuite, cet accord est devenu caduc 3 ans après, et c'est là qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexions autour d'enjeux, je dirais, nouveaux, qui étaient nouveaux pour nos délégués et pour les acteurs du dialogue social à Orange, qui étaient donc la protection des données, par exemple, les enjeux de transformation, etc. Et donc, la CFDT a demandé à renégocier cet accord, à les mettre à jour. Et il n'y a pas eu aucune réponse positive. Donc, aujourd'hui, Orange, je dirais, fait des choses intéressantes, peut-être. Vient de sortir un communiqué avec L'Oréal Consulting, Boston Consulting Group et Malakoff, Orange, sur la positive AI, donc, pardon, en français, une intelligence artificielle positive. J'ai demandé à la CFDT, même aux ingénieurs qui sont sur l'IA et qui sont aussi adhérents de notre organisation, est-ce que vous êtes au courant? Ils m'ont dit, non. Donc ça se fait un petit peu comme ça, sans en parler à personne. Donc une appropriation collective, elle n'existe pas. Et si ça contribue à démystifier aussi les peurs, à démystifier aussi les sujets. Il y a parlé justement des choses, pas des grands principes abstraits, mais des choses concrètes. Qu'est-ce qui va se passer dans notre entreprise? Qu'est-ce qu'on attend de l'IA? Pourquoi on l'utilise? Il faut ramener ça dans l'entreprise et dans le contexte dans lequel ça va se développer. Benjamin Frugier, la peur, elle est des deux côtés. Oui, en fait, peut-être avoir un retour d'expérience sur ce qu'on a fait des programmes d'accompagnement dans les PME, donc toujours avec le CETIM, sur le premier robot. Et en fait, on s'est aperçu que... donc là, la question, c'est vraiment l'introduction d'une nouvelle technologie, enfin d'une nouvelle... C'est nouveau pour l'entreprise dont on parle. C'est quoi, c'est les années 90? Non, c'est beaucoup plus récent que ça. D'accord. C'est le premier robot, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur manufacturier qui n'ont pas de processus très automatisé. Et donc, il y avait un programme d'accompagnement donc, qui est relativement récent, une dizaine d'années,
Et en fait, effectivement, l'angle, c'est un angle de productivité, c'est un angle technologique. Mais en fait, le vrai sujet, c'est quoi? C'est l'accompagnement de toute l'entreprise. Notamment des opérateurs qui sont concernés au premier chef, puisque la première question, c'est « Ah, mais en gros, le robot va prendre mon emploi ». Et donc, il y a toute une logique derrière. Et on s'est rendu compte dans ce programme d'accompagnement que le point d'accroche, c'était quand même l'accompagnement des salariés à la transformation. Ce n'était pas la mise en œuvre technique du premier robot, mais c'était vraiment cette question de l'accompagnement. Donc cette question est cruciale, et elle est d'autant plus cruciale parce que moi j'ai discuté aussi avec des gens, bon, j'étais pas encore salarié à l'époque, mais dans fin des années 80, début des années 90, il y avait l'automatisation, la robotisation. Et les mêmes peurs, non? Il y a eu un psychodrame aussi à oui. l'époque sur les solutions utilisées par les industriels, dans le secteur automobile en particulier, puisque c'était là que ça se développait au premier chef. Et la tension, la tension en deux mots, hein, est relativement vite tombée, puisqu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problématique particulière. Peut-être le point singulier avec l'IA, c'est qu'il y a quelque chose qui est difficile à appréhender. Notamment, bon, on a discuté en bilatéral avec Rajesh Attila, mais le vrai sujet, c'est pas tant un certain nombre de techniques d'IA, c'est les techniques d'IA qui font que le produit évolue dans le temps. Et la responsabilité. Et la responsabilité associée, et c'est ça vraiment le point délicat, c'est-à-dire que si on livre un produit qui est figé, on va dire, c'est une nouvelle technologie néanmoins, mais le vrai sujet, ça reste quand même la question des algorithmes qui apprennent ou qui ont de la supervision post-mise sur le marché, sur le site industriel, ou qui ont des différentes méthodes où l'algorithme évolue dans le temps. Parce que pour qu'on comprenne bien, donc vous représentez les fabricants de machines qui intègrent de l'IA. Aujourd'hui, la loi, elle, vous oblige à garantir un niveau de sécurité à un temps T, c'est cela ? Quand vous livrez une machine. À la mise sur le marché, alors après, en toute rigueur, il y a quand même des processus. Il faut informer le client des problématiques de maintenance, etc. Enfin, il y a quand même la vie du produit sur le site industriel. Il faut garantir, effectivement. Donc, il y a deux obligations qui sont en parallèle. Il y a l'obligation de l'employeur de maintenir en conformité l'équipement, la machine, mais aussi le fabricant a des engagements sur la maintenance, etc. Donc ça, ce cadre-là, il est indifférent aux technologies. Par contre, la question qui est posée, et on a la discussion un peu similaire sur la problématique de la cybersécurité, même si le risque est endogène dans le premier cas, il est exogène dans le second cas, c'est des risques qui arrivent après la mise en service. Parce que la machine aurait évolué. Parce que la machine évolue, parce qu'elle est conçue comme ça, même si on peut dire aussi en toute rigueur que la capacité d'évolution, elle est maîtrisée par conception. Donc on peut s'attendre aussi que par conception, la zone d'apprentissage, les possibilités d'apprentissage seront aussi limitées de fait par conception. Mais ça reste quand même un outil qui n'est pas facile à appréhender. Et encore une fois, on a la discussion un peu similaire, même si l'angle n'est pas tout à fait le même avec la cybersécurité. D'où votre intervention, je comprends maintenant ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Dans la définition de l'IA, on est en 2018, c'est cela ? De rajouter le design by human, de faire en sorte qu'il y ait un dessin humain, en tout cas derrière l'IA. Tout à fait. C'est toujours pour rappeler l'idée qu'il y a des concepteurs de machines qui intègrent de l'IA. Ce ne sont pas des objets qui font ce qu'ils veulent avec un but qu'ils choisiraient par eux-mêmes. Et donc ça, c'est très important parce qu'on a eu aussi des discussions avec certaines professions chez nous et aussi en interface avec des tiers, notamment des cabinets d'avocats qui défendaient l'idée que ces systèmes-là, alors pas forcément ceux qui existent aujourd'hui, mais demain, seraient des personnes autonomes. D'où la discussion au Parlement européen sur ces objets-là. Nous, on s'est opposé à ça parce qu'on est dans le régime classique et de la mise sur le marché de produits. Alors évidemment, il y a des précautions à prendre avec certains algorithmes, mais on est toujours dans la logique de je mets un produit sur le marché, ma responsabilité est entière. Voilà, et donc c'est cet angle-là qu'on privilégie. Et s'il y a un problème de mise en œuvre à l'utilisation, on se retourne vers celui qui a conçu la machine, tout simplement. On veut rester dans l'épure actuelle pour éviter de mettre dans la discussion un nouvel objet qui serait une IA ou un robot
autonome, et autonome au sens, une personne. On se renvoie un petit peu la patate chaude, si je puis me permettre. Non, quand même, là, non. Non, justement, nous, on prend nos responsabilités. C'est le concepteur de la machine qui garde. Mais je comprends les problèmes de passion du débat. Exactement. Voilà. Et s'il ne maîtrise pas ce qu'il fait, il ne met pas sur le marché. Nicolas Blanc. Oui, et puis en complément, je trouve aussi une des difficultés de l'AI Act, c'est le fournisseur de services doit faire une notice d'utilisation. Et en fait, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que la notice d'utilisation, et en amont, pour la mise en conformité sur le marché, il faut avoir un jeu de données qui est représentatif des situations. Mais voilà, on y met ce qu'on y veut derrière. Donc voilà, c'est vraiment très complexe. Comment on va pouvoir mesurer ça? Donc ça, je pense que c'était pour la... Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'utilisation par l'utilisateur justement du système d'IA, je pense que c'est très complexe. Et aussi, une autre spécificité de l'AI Act, par exemple, si on voit une déviation du système d'IA, c'est l'utilisateur qui doit remonter ça pour justement qu'il y ait une prise en compte, vous voyez, s'il y a un écart, etc. Donc ça, pourquoi et les partenaires sociaux, et je parlais tout à l'heure de régulateurs de premier niveau, nous pourrions aussi faire ce jeu-là. Donc on essaie de le faire, on a essayé de remonter un certain nombre de points sur le livre blanc et même au niveau du draft, quand il y a eu le premier draft qui a été fourni par la Commission européenne au niveau du... Le groupe des hauts experts là, sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est très complexe d'agir en amont. Mais voilà, on aurait pu... Enfin, en tout cas, il faut utiliser tous les régulateurs possibles et tous les corps intermédiaires, en tout cas, pour accompagner et pour définir cette acceptabilité. Parce que si on n'a pas un cercle vertueux et finalement de compréhension, au-delà du risque, etc., on arrive à comprendre l'utilisation d'un outil qui est très empirique, finalement, donc il faut maîtriser, qu'il faut contrôler. Et à chaque fois, il faut des niveaux de régulation à différents niveaux. Donc c'est pour ça que voilà, les partenaires sociaux pourraient être là, pourraient être à différents niveaux, enfin être à ce niveau-là en tout cas, au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel aussi pour accompagner ces mutations. Je vous invite à poser des questions, comme d'habitude, vous levez la main, on vous amène un micro, et puis il y a des questions sur le chat, continuez à les poser. Celle de Philippe Herman, alors merci Monsieur Herman d'avoir patienté parce qu'elle date d'un petit moment votre question. En comparaison avec le RGPD et les droits défendus par la CNIL, avez-vous eu connaissance d'une règle droit de retrait à l'IA en France ou en Europe ? Est-ce que ça existe, ça? Juste j'essayerai de répondre. Vous répondez à ma question. La question, surtout qu'il attend depuis longtemps. Non, juste par rapport à la personnalité, ce n'est quand même pas neutre de dire que nous ne pouvons pas considérer qu'une machine ait une responsabilité, donc une personnalité juridique, parce que en Europe, on a connoté l'IA que nous voulons, c'est une IA de confiance, et d'abord l'IA de confiance passe par la responsabilité humaine. Et donc, que ce soit la personnalité, la personne morale ou la personne physique, il faut retrouver la responsabilité entre ces deux personnes et pas la machine qui s'est créée toute seule. Donc ça, je pense que c'est quand même important et ça fait quand même écho à une IA de confiance. Et donc nous l'avons défendu, cette vision aussi dans des rapports que nous avons faits au niveau du Comité économique et social européen. Alors par rapport à une intelligence artificielle, une loi qui préserverait, j'ai pas compris la question. Un droit à la déconnexion. Alors attendez, un droit, non, je vais vous le dire exactement. Un droit de retrait à l'IA, voilà. Si je peux me permettre. Ouais. Un droit de retrait à l'IA. Alors, d'abord, il y a ce que nous avons défendu. Je suis aussi dans la protection des lanceurs d'alerte lorsque l'alerte elle est signalée dans l'intérêt général. D'accord ? Donc, par exemple, s'il y a un dysfonctionnement, donc quelqu'un est témoin dans une entreprise, une administration d'un dysfonctionnement qui peut porter des problèmes, que ce soit psychiques ou physiques, par exemple, suscités par une machine, le déclenchement de l'alerte et la protection de cette alerte doit être garantie. Donc ça, c'est déjà une loi qui a transposé la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte en France en mars de cette année, donc toute récente. Et après, je dirais une autre chose. Alors moi, je vous prends un exemple. Le tribunal de Bologne en Italie, en 2019, a dû juger d'un cas sur un travailleur de plateforme, c'était une plateforme de livraison de repas, pour ne pas la nommer, et donc qui a licencié un travailleur, l'algorithme a licencié un travailleur parce qu'il était absent.
l'algorithme était aveugle. Donc, il n'a pas regardé pourquoi ces travailleurs étaient absents. Il se trouve qu'il y avait une grève et qu'il a participé à une grève. Donc, il a porté atteinte indirectement à un droit fondamental européen qui est le droit de grève. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a quand même dans l'RGPD, donc moi j'insiste, il y a déjà des leviers, ne sont pas connotés les leviers IA, oui. Mais l'RGPD a un article 22, qui dit qu'une personne ne peut pas subir une décision qui impacte sa vie professionnelle ou morale, etc., prise uniquement sans intervention humaine. Et là aussi, c'est un principe combien le tribunal de Bologne a en effet a condamné l'entreprise à payer 50 000 €, mais il n'a pas condamné à changer les paramètres de l'algorithme pour qu'il ne fasse plus de bêtises comme ça. Donc, nous voyons dans le travail des plateformes aujourd'hui des phénomènes qui sont assez, je dirais, fréquents, hein, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Europe, dans différents pays, les tribunaux s'expriment là-dessus. Mais en revanche, voilà, ce n'est pas une question aujourd'hui dans une entreprise qui n'est pas une plateforme de dire mais est-ce que je n'ai pas eu la promotion ou mon évolution salariale ou mon recrutement? Parce qu'aujourd'hui, les recrutements, depuis des années, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça passe en Amérique latine avec des classements automatiques s'il n'y a pas les noms des écoles privilégiées, classifiées A, par exemple, des profils qui ne sont pas recrutés. Aujourd'hui, comment on fait pour comprendre qu'on est victime, entre guillemets, ou soumis à une décision qui n'est pas humaine. Voilà, et donc l'humain aux commandes dont on parle l'Europe, c'est aussi concrètement dans ces situations. Donc je pense qu'il existe déjà des leviers, mais certainement, il faut aussi les peaufiner. Nicolas Blanc, sur cette question. Oui, puis en complément, je pense qu'il y a aussi l'article 88 du RGPD qui permettrait, par accord collectif, justement, de négocier un certain nombre de points. Par exemple, les intérêts légitimes de l'employeur. Souvent, l'employeur utilise l'intérêt légitime à tort et à travers pour justifier un certain nombre de traitements sur les données personnelles, qui pourrait être qui pourrait discuter dans le cadre de l'entreprise. C'est une nouvelle forme, ça serait une autre forme de dialogue social. Les orientations stratégiques aussi, ça serait le cas de discuter dans le cadre des orientations stratégiques de l'IA de façon plus générale et de rentrer, mais ça interpelle aussi sur le modèle d'affaires de l'entreprise, mais il va falloir le faire, je pense que c'est important pour pouvoir discuter ça. Et après, pour revenir sur le droit de retrait, c'est la capacité pour un salarié de pouvoir s'extraire d'une situation qui met à mal son intégrité, on va dire ça de façon globale. Et du coup, on aurait pu imaginer, par exemple, l'AI Act, il aurait pu y avoir une autre approche par les droits fondamentaux, par exemple. Et les droits fondamentaux, c'est garantir l'intégrité physique et mentale d'un salarié. Donc on aurait très bien pu avoir un texte qui finalement, par essence, vous parliez human by design, mais vraiment, ça aurait pu être une approche vraiment humaine dans le sens où on fait une évaluation des risques sur les droits fondamentaux en amont, et c'est ça qui va driver le reste du processus. Bon, c'est pas le choix qui a été fait, mais voilà, donc du coup, mais en tout cas, le droit de retrait, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle les dangers graves et imminents qui étaient portés par les CHSCT. On a vu dans la dilution des CSE, c'est très complexe aujourd'hui à mettre en œuvre. Donc il y a toujours cette possibilité pour le salarié de le faire, mais ça reste complexe, en tout cas pour nous, ex-CHSCT, justement, de pouvoir suivre ces situations très particulières dans l'entreprise. Madame Poncet. Oui, merci beaucoup. Et merci pour toute cette super intervention. Je voudrais changer un peu de sujet, si ça va. On est dans un exercice de prospective. Ça m'intéresse beaucoup à la mise en place et l'implémentation, parce que on met beaucoup de temps et je ne sais pas combien de mois vous avez mis à élaborer tout ça. Je voudrais savoir comment les partenaires sociaux peuvent ou veulent implémenter cet exercice de prospective, dans quelle mesure, si c'est faisable ou pas, ou qu'est-ce qui manque. Juste quelques idées, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Nicolas Blanc ? Ouais, déjà, l'accord cadre européen est fondamental parce que déjà, ça permet de piloter un peu une démarche avec une méthodologie
Donc ça, c'est vraiment, on en discute avec Franca, je pense que c'est important justement que tous les partenaires sociaux, il y a un calendrier associé, etc. Il faut travailler sur cette partie-là. Après, la seule difficulté dans cet accord cadre, c'est que c'est l'IA de confiance. Donc il ne faut pas qu'on s'enferme dans une IA de confiance qui est finalement aussi pro-business. Enfin, voilà, il faut sortir de ce cadre-là et que ça soit vraiment au service de l'humain. Et après, qu'est-ce qui nous manque? Je pense que Vincent en parlait tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait un projet, c'est Coyadil, qui était un peu des préconisations. Je pense que l'ensemble des organisations syndicales fonctionnent un peu comme ça. Et maintenant, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour créer ce dialogue social. C'est-à-dire avoir vraiment des outils. Yann aussi parlait de le toolkit, etc. Voilà, c'est vraiment l'outil opérationnel. Et comment nous, est-ce que ça se passera par une loi? Est-ce que voilà, comment on peut accompagner ça? Parce qu'on voit bien aujourd'hui ce qu'on appelle la fameuse introduction des nouvelles technologies est datée. C'est-à-dire que souvent les employeurs nous disent ah ben non, c'est pas de l'IA, ou alors c'est intégré dans une suite logicielle qui fait que visiblement ça se fait pas. Ça, il faut changer. Il faut qu'on soit capable, par une évaluation éventuellement en amont, de dire quel est le niveau d'implication de l'intelligence artificielle dans un système automatisé, classique, et comment justement on arrive à mesurer ça, et comment on a les outils en termes de dialogue social pour pouvoir appréhender ça en termes d'expertise et tout ça. Et ce document pourrait être une base de travail, en tout cas pourrait être intégré dans votre discussion? Tout à fait. Après, moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est le point au niveau des investissements. C'est-à-dire que c'est vraiment, on voit bien la puissance des investissements qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on soit conscient de l'écosystème. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pensé que comme l'outil. Aujourd'hui, on fait de la prévention. Il y a toutes ces réflexions sur la prévention. Il faut voir aussi la force de ces outils-là qui s'imposent sur le travail et sur les organisations. Donc voilà, il y a aussi ce point-là. Et après, en termes de prospective et dans les différents scénarios, je pense que la vérité, elle est un peu partout, comme dans tous les, vous voyez ce que je veux dire, dans tous les scénarios qui sont proposés. Il faut qu'on arrive justement à trouver une régulation qui nous permette de mettre tous les enjeux démocratiques au centre et qu'on garde et qu'on se fasse pas qu'on retrouve une certaine autonomie stratégique. Il y a quand même aussi ces questions-là qui sont fondamentales aujourd'hui. Donc il faut penser toutes ces questions-là en même temps. Voilà. Alors c'est le point 11, c'est le premier des points de vigilance sur les usages. Franca Salis Madini, pour répondre à Aida Ponce. D'abord, moi je dis il y a un mot-clé, c'est la formation. Formation des acteurs. Donc des syndicats. Des syndicats, mais aussi des directions. Des RH. Des RH. Moi, je pense qu'il faut cette opération préalable, mais aussi des citoyens, parce que si je fais les parallèles avec toutes les technologies qu'on utilise au quotidien, que ce soit nos enfants ou nous, sans préparation, sans esprit critique parfois, moi, je pense qu'il y a besoin d'une formation universelle des bases. Ce qui a fait la Finlande, peu un exemple, mais c'est 2% qu'on réussit à faire à travers des MOOC. Nous, la France, on avait eu cette ambition. Il n'y a pas eu vraiment. Il y a vraiment des acteurs qui, isolement, font ça. Donc, j'ai dit formation. Deuxième chose, donc, appropriation. Nicolas en parlait. On a déjà des leviers, mais ils ne sont pas prescriptifs, comme l'accord sur les transitions numériques européens de 2020. Mais il y a aussi la question des accords, certainement, mais aussi, par exemple, on peut parler des designs sociaux. Et les designs sociaux en entreprise devraient exactement impliquer les partenaires avant l'introduction de ces technologies, pas uniquement pour accompagner les processus, mais aussi pour les copiloter. Et alors, je dis qu'il y a aussi une question très importante qui est associée les représentants des travailleurs dans la gouvernance des données, que ce soit... Et peut-être une troisième remarque, mais en France, on a beaucoup d'initiatives et malheureusement souvent fragmentées. Donc moi, je vois, il y a les projets du ministère du Travail qui était lancé il y a quelques mois, Laboria avec Matrix. Ça, c'est très bien. Mais ensuite, Villani, dans son rapport, préconisait aussi, par exemple, une instance nationale pour discuter, pour débattre, et qui soit déclinée aussi dans les réalités, dans les contextes appropriés des entreprises et des organisations. Benjamin Frugier.
Oui, juste une remarque. Donc là, effectivement, vous parlez d'implémentation en entreprise. Nous, ce qu'on voit, c'est la question de de l'intégrité du cadre juridique. En fait, on pourrait faire la remarque si on se passe un cran au-dessus, puisque moi, je suis les aspects numériques, donc pas que IA. Mais les textes qui sont en cours de discussion encore en matière de digitalisation sont très abstraits. Celui sur l'IA, le choix de la Commission a été de faire un texte transversal, donc qui s'applique à tous les algorithmes, etc. Alors qu'on a dans notre secteur des problématiques qui sont visées par la directive machine. Donc il y a l'articulation des deux textes qui n'ont pas la même logique juridique. Dans le premier, sur la directive machine, on raisonne en analyse de risque. Le texte IA est très prescriptif. Donc en fait, on va se retrouver avec des textes abstraits dont on a du mal à cerner l'articulation. Je pense au Data Act, il y a plein de textes comme ça, le nouveau texte sur la cybersécurité. Et donc va se poser la question de la mise en œuvre et de la responsabilité en dernière instance. Et tout ça, c'est c'est notre positionnement en tant que représentant de fabricants de biens d'équipement et pas en tant qu'employeur pour le coup. Mais voilà, que le cadre juridique soit vraiment clair. Et la Commission européenne, et ça c'est lié aussi à des chapelles au sein de la Commission européenne, puisque tous les textes numériques sont faits par la DG Connect, alors que les textes mis sur le marché des produits, etc., et ceux de sécurité et santé au travail sont faits par deux DG qui qui ont un historique très, très ancien. Et donc le fait qu'une DG se saisisse de textes en matière digitale, bon, pourquoi pas. Mais la question centrale pour nous, c'est je dirais la cohérence, l'intégrité de tout ce corpus juridique. Et on a le sentiment que dans le Data Act, par exemple, il y a des prescriptions pour l'utilisateur, il y a un continuum de responsabilité, et on a du mal à la lecture du texte. Parfois, on pense que dans certains cas, d'isoler qui n'a pas respecté son obligation, ça va être compliqué. Et donc c'est ça vraiment le message, mais encore une fois, la Commission européenne va assez vite. Vous rejoignez ce qu'a dit Jean-Gabriel Ganassia ce matin, de façon un peu plus... Oui. Merci. Voilà. Voilà, la réponse, elle est franche. Madame, je ne vous ai pas oublié, c'est vous, madame, qui avez posé une question. Ou qui avait le micro il y a un instant? Non, il y avait une autre question derrière. Ah ben non, écoutez, c'est parfait, parce que je voulais justement en revenir à une question du chat. On revient un petit peu en arrière. Alors, s'agissant de l'information consultation, une récente jurisprudence Pontoise avril 2022 a conforté les prérogatives du CSE en cas d'introduction de nouvelles technologies, dans le cas d'espèces en lien avec un système IA. Comment sensibiliser les élus en entreprise? Question d'Odile Chani. C'est vrai que cette jurisprudence là, pour nous, est fondamentale parce que justement, elle réintroduit ce droit et le droit aussi à l'expertise. Je pense que c'est hyper important. Il faut être accompagné. C'est-à-dire que, juste aussi pour répondre à la question qu'il y avait avant, c'est que chaque pays s'approprie dans son cadre. On voit la codétermination à l'allemande, qui justement, c'est une façon d'appréhender l'introduction des systèmes d'IA. Je pense qu'ils ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils peuvent faire. Et nous, il faut qu'on soit capable aussi, nous, de le penser dans notre système, avec notre code du travail, avec notre histoire, etc. Donc c'est après, on voit bien un cadre européen, etc. Et après, comment on le décline au niveau du pays. Et après, bien sûr, cette jurisprudence fait que c'est surtout le caractère... il suffit qu'il y ait un caractère nouveau, en fait. Voilà, on n'a pas à définir ce qui est nouveau. Si on considère en tant qu'élu que justement, pour nous, c'est nouveau. On en parlait tout à l'heure en disant mais non, l'IA n'est pas nouveau, etc. Non, le législateur a rappelé que nouveauté, il doit y avoir une information consultation. Bien sûr, on va s'en servir pour essayer de renforcer ça et pour aller derrière vers des expertises, pour être accompagné avec des cabinets, pour justement essayer. Moi, je pense que la partie de réévaluer les systèmes dans un contexte très précis de l'entreprise et de pouvoir rejouer les jeux de données à un moment et de pouvoir rechallenger avec l'ensemble des parties prenantes, je pense que c'est aussi une façon de faire du dialogue social technologique. Définir des formes de gouvernance de la data, je pense que c'est aussi hyper important, et de redonner, justement, de permettre aux salariés de se réapproprier leurs données, d'être conscients des enjeux, etc. Voilà, c'est les enjeux de demain. Je pense qu'il y a vraiment tout cet enjeu-là de gouvernance de la data en entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose qui se crée et qui est compliqué parce qu'il y a plusieurs textes, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est complexe de s'y retrouver, et il y a aussi
d'ISA, d'IMA, etc. Il y a aussi tous ces... Et les travailleurs des plateformes. Il y a aussi ces enjeux-là, les travailleurs des plateformes avec des logiques sur le management algorithmique qui aussi sont très impactants. En fait. Quand on regarde, on peut aussi penser les systèmes d'IA, de profiling, etc. à travers cette directive. Donc voilà, c'est aussi à nous d'essayer d'abord de décrypter et après d'accompagner, d'armer les élus par la formation, par l'accompagnement, par des toolkits, etc., former des gens pour qu'on soit au niveau. Et je pense qu'il y a côté, au niveau des directions, etc., il faut aussi une maturité sur les modèles d'affaires parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements sur l'IA. Il fallait y être, on l'a fait, mais il faut se poser la question sur, il faut rationaliser un petit peu tout ça pour justement qu'on ait un dialogue social mature en fait. C'est aussi cette difficulté-là que des deux côtés de la table, on ait la maturité pour pouvoir discuter ces questions-là en entreprise. L'ANACT qui va, alors si je ne me trompe pas, contribue à financer alors je vous lis ce qu'a dit Odile Chani, les travaux visant justement à réfléchir à la déclinaison opérationnelle de l'accord cadre. Tout à fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment, puis il y aura l'ensemble des organisations syndicales, il faut dépasser, je pense que là, l'enjeu syndical, il est plus déjà de décrypter, de comprendre, d'avoir les outils, et après pour pouvoir se les approprier, mais c'est important qu'on ait un cadre, déjà qu'on puisse se retrouver dans un cadre neutre, entre guillemets, pour pouvoir avoir ce fameux dialogue technologique dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Ce sera votre dernière chance de la poser aujourd'hui. Ouais, jamais. Non, vous êtes là pour les réponses, pas pour les questions. Alors, dans le chat, si vous voulez en poser, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui va se passer dans l'année à venir, parce que l'année prochaine en Europe, c'est l'année pour la santé mentale. Ça a un coût, hein, la santé mentale en Europe. Vous avez le chiffre, Franca Salis-Madinier ? Moi, je l'ai. Oui, c'est vous qui me l'avez donné. Donc. Assez épouvantable. Alors d'abord, deux choses. On est fin 2022, donc le 2023 va être... la Commission s'est engagée à prendre une initiative sur la santé mentale. Aujourd'hui, on l'appelle désormais la problématique santé mentale, la pandémie silencieuse, pour faire écho à la pandémie Covid. C'est-à-dire que les maladies psychiques qui affectent la santé mentale liées au travail et sont perçues comme un nombre très important. Et globalement, l'Europe paye 474 milliards par an pour la santé des citoyens en Europe, pour la santé au travail. Donc c'est le budget 3,3% du plan de relance européen, l'équivalent. Et l'autre question, c'est, bon, donc là, on est à l'INRS, je pense que vous êtes tout à fait conscient qu'aujourd'hui, on est exposé à des risques qui ne sont pas des risques d'accident brutal, mais suite à des expositions prolongées à des mauvaises postures, par exemple. Voilà, donc c'est quand même des questions qui doivent nous interpeller parce que les curseurs est en train de changer et nous, on est encore sur une nomenclature qui fait surtout la part principale, même exclusive, aux accidents ou aux blessures donc physiques qui sont certes, ça existe encore, il faut pas les... mais il y a de plus en plus des questions de stress, de burn-out, d'épuisement professionnel, hein, perçus très largement par des travailleurs comme cause des premières maladies au travail. Et donc, je pense qu'on ne peut pas ignorer les problèmes des risques psychosociaux, les questions du télétravail, la sédentarité à laquelle il expose ce régime de travail les travailleurs, l'isolement et donc aussi parfois la non-reconnaissance, la rupture d'un collectif, etc., etc. Et ce n'est pas les individus qu'on doit interroger, mais c'est les organisations. Je pense que ça a été dit aussi tout à l'heure. Nicolas Blanc. Oui, puis sur la question de l'IA, je pense qu'il faut la question fondamentale derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire des gains de productivité finalement. À un moment, ces outils-là, est-ce qu'on veut une intensification du travail et faire qu'au final, on a justement ce flot continu d'activité qui fait qu'il y a ces risques psychosociaux qui se développent. Et je parlais de management algorithmique derrière, parce qu'on voit vraiment cette pression. Et finalement, c'est l'homme qui s'adapte à la machine et on se retrouve dans un rythme effréné. Ou alors, justement, on pense enfin en gros, on dit souvent, moi je représente les managers, mais sur cette question-là, de dire est-ce qu'on va pouvoir se concentrer sur les choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Voilà, c'est-à-dire je dégage du temps
qu'est-ce que je fais de ce temps? Voilà, de façon claire. Est-ce qu'on veut justement que je continue dans ce rythme-là, ou justement j'ai un temps déjà pour repenser mon travail en équipe, repenser mon travail de coach, enfin ça peut être le manager qui évolue vers des postes de coach comme on voit ces dernières années. Enfin voilà, c'est vraiment la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité et est-ce qu'on les discute? Déjà, c'est aussi un enjeu de négociation, quoi. Alors, il y a un point positif parce qu'on a vu que finalement, vous étiez tous prêts à parler de ces questions-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, en quelque sorte, ça va se faire finalement 4 ans depuis 2018, depuis que vous avez commencé à parler dans vos organisations de ces questions-là. C'est relativement court. Donc dans les années à venir, il y aura forcément, et on l'espère en tout cas, un petit peu plus de dialogue social sur ces questions d'IA et de SST. Merci beaucoup à Franca Salis-Madini, à Nicolas Blanc, à Benjamin Frugier. Vous pouvez les applaudir.